Le cercle RH, la retraite, c'est comment ailleurs? Bah oui, parce que c'est vrai que vous voyez beaucoup de manifestations en France, de débats enflammés sur les plateaux de télévision, sur un projet de réforme français d'ailleurs que les Français n'ont peut-être pas totalement lu en entier, assez complexe. Ça se passe comment en Europe, en Allemagne, en Belgique, en Italie? On parlera des États-Unis aussi parce qu'on défend le modèle par capitalisation, c'est-à-dire placer l'argent en bourse, et ce n'est pas aussi simple que cela. Pascal Johannin est avec nous. Bonjour Pascal. Bonjour Arnaud. Vous êtes directrice générale de la Fondation Robert Schuman et vous nous l'aviez promis depuis des semaines. On va découvrir le rapport Schuman sur l'Europe 2023, l'état de l'Union qui est vraiment le document de référence, qui est un livre collectif. On va peut-être voir le banc titre. Regardez-le, je vais vous le montrer. Nicolas Juchat va faire avec ses équipes un gros plan sur ce rapport Schuman sur l'Europe 2023. Et puis je vous présente Roxana, on l'entendra par téléphone pour le moins, Roxana Eleta de Philippis, maître de conférence en sociologie à l'université Le Havre Normandie. Pascal, commençons par vous, vous êtes avec nous et c'est un plaisir. Les modèles, il n'y a pas de modèle européen unifié des retraites, pour commencer très large. Non, parce que l'Europe sociale, c'est une Europe qui dépend des États. Donc les États ont tous mis chacun leurs règles sociales sur la retraite, comme sur en effet le chômage, les indemnisations, etc. Donc sur l'Europe sociale, ça dépend beaucoup des États. Mais il se trouve que quand on regarde les 27 États qui composent l'Union, il y a une certaine tendance à relever depuis plusieurs années l'âge de départ à la retraite, tout simplement parce que tous les États ont bien vu qu'il y avait un problème démographique, alors plus dans certains autres États que chez nous. C'est le sujet. L'Allemagne ? L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, où en effet la natalité est très faible. Et donc, si on veut assurer ce système où en effet les actifs payent pour les retraités, il faut bien qu'on compense le fait que l'espérance de vie s'allongeant, on a allongé le départ à la retraite et c'est progressif. Alors, on en est à peu près à 65 ans aujourd'hui dans beaucoup d'États, mais on risque d'aller vers plus loin si, en effet, cette courbe démographique continue à être déséquilibrée. Quand même, je me tourne vers vous. Vous êtes maître de conférence en sociologie, Roxana et l'État des Philippis. Cette question des retraites, comment vous la regardez, vous, à travers le spectre de vos travaux de sociologue? Et est-ce que c'est un sujet de tension transversale à tous les pays européens? Parce que j'ai vu qu'en Italie, la Ligue et le mouvement 5 étoiles voulaient réformer les retraites, avaient fait en sorte de les réformer pour revenir à 62 ans, alors que l'Italie était à 65 vers 67. Qu'il y avait des tensions dans d'autres pays. C'est un sujet de tension, les retraites? Oui, c'est un sujet social, évidemment, donc politique, et des tensions, car, comme vient d'être dit, la plupart des systèmes européens fonctionnent par répartition, ce qui met en relation donc les ratios des dépendances actifs retraités, et c'est une question donc un dénominateur commun, cette question démographique, et cette inquiétude donc de trouver un équilibre. Mais juste un mot, dans ce débat assez simple à comprendre, répartition, capitalisation, en préparant l'émission et en creusant, c'est passionnant, on voit qu'il y a certains pays européens qui étaient très en avance et qui avaient repoussé l'âge légal de la retraite régulièrement. Et puis, il y avait quand même des tensions. Je pense à l'Italie, par exemple, qui s'est crispée avec le mouvement de la Ligue du Nord et le mouvement 5 étoiles, qui dit « Mais non, il faut revenir à 62 ans avec 38 années de cotisation. » Enfin, rien n'est réglé, en fait, sur ce sujet. C'est un sujet très, très souple, très mou, en fait, le sujet des retraites. En réalité, c'est un sujet qui nécessite du débat. Et qu'il n'y a pas de débat, donc il y a des tensions. C'est ce qu'on peut constater aussi en France aujourd'hui même. Oui, il faut trouver donc des accords politiques pour essayer de comprendre qui va travailler plus, qui va payer sa retraite, comment affronter ensemble la prise en charge collective des retraités et à quel prix. Donc à quel prix économique, c'est-à-dire combien doivent coûter ces retraites en termes de PIB. Donc vous voyez que rien qu'en énonçant dans cette phrase quelques éléments, on trouve que c'est économique, social et politique.
Et c'est pourquoi je pense qu'il y a autant de décrispations, que ce soit donc là où apparemment c'était déjà réglé, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, et puis ça me parlait d'autres pays, donc l'Hongrie où c'est très conflictuel, et la France évidemment, donc on le voit, et c'est pourquoi c'est social et sociologique. Pascal, vous connaissez bien sûr les 27 pays de l'Union à travers les travaux du rapport Schuman, mais l'Allemagne, vous en avez une connaissance très particulière. C'était conflictuel ce débat sur les retraites en Allemagne, parce que c'est 67 ans en 2031 en Allemagne, on est d'accord? Moi j'avais lu 2029. Oui. Mais, il y a plein de pays qui vont passer à 67 ans si en effet l'espérance de vie augmente, et si en effet... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Allemagne, il y a un accord, si vous voulez, où les gens, on a vu d'ailleurs sur le commerce, ils exportent plutôt qu'ils consomment. Donc oui, donc c'est une rigueur, ils travaillent, et eux ils sont pour le travail, et donc après il y a les loisirs. Voilà, donc c'est une autre façon de faire. Ça évolue chez eux aussi d'ailleurs. Voilà, parce que... Ça évolue aussi, mais c'est pas forcément un modèle. Il ne faut pas transposer le modèle d'un voisin chez l'autre. Chacun a son particularisme. Ils capitalisent ou ils répartissent en Allemagne? Ils répartissent aussi. Mais il y a des accords, et puis, comme vous le savez, les syndicats sont dans les entreprises, ils siègent au conseil d'administration, donc tout ça est beaucoup moins conflictuel que chez nous, où on a l'impression que aujourd'hui, les retraites, c'est l'enfer. Alors que normalement, si ça avait été bien expliqué en France, ça allait dans le trend européen. Ceci étant dit, l'âge légal n'est pas le seul critère qu'il faut retenir, parce que vous avez dans tous les pays, bien évidemment, des dispositifs d'exception en fonction de carrière longue, de pénibilité, d'annuité. C'est-à-dire que si en effet vous avez un minimum, enfin si vous avez un certain nombre d'annuités, vous pouvez partir plus tôt, bien évidemment. C'est pas 64 ans ou 65 ans. Souvent 65 ans, c'est le taux plein. Ça veut dire que si vous pouvez partir avant, mais vous risquez en effet d'avoir un... 45 ans de cotisation, Pascal, en Allemagne. Hein, quand on aura atteint les 67 ans d'âge légal, il faudra 45 ans de cotisation, sans avoir eu de rupture et de trou dans la carrière, pour avoir la retraite à taux plein. La retraite à taux plein. Et donc, aujourd'hui, le seul pays qui est avec nous affichant 62 ans, puisqu'il y a deux pays, il y a la France et la Suède. Oui. Mais la Suède, c'est un modèle très flexible, où, en effet, on peut partir à partir de 62 ans, mais c'est pas à taux plein. La retraite à taux plein, elle est à 65 ans. Donc, il ne faut pas qu'on compare la France et la Suède. Parce qu'en effet, durée de cotise et âge de départ. Et âge de départ. C'est-à-dire qu'en effet, on peut, aujourd'hui en France aussi, il y a des possibilités de partir plus tôt, mais ça veut dire que vous avez une perte. Donc, après, si c'est votre choix de vie, il n'y a aucun problème. Mais dans chaque État, il y a également des dispositifs. Et puis, il y a aussi, je suis une femme, etc. J'allais venir. Le taux de départ à la retraite, l'âge de départ à la retraite n'est pas le même chez les hommes que chez les femmes. En fonction du nombre d'enfants. Voilà, parce que même si aujourd'hui il y a des pays qui voudraient qu'en effet ça se rejoigne à terme, un jour, aujourd'hui les femmes partent beaucoup plus tôt à la retraite que les hommes. Je vais donner la parole à Elena parce qu'elle a signé un papier dans le JDD, si je ne m'abuse, justement sur l'inégalité de départ entre les femmes et les hommes. Mais quand même, cette petite animation sur l'âge de départ à la retraite qui veut tout dire et rien dire, puisqu'il faut tenir compte, en plus de l'âge de départ, de la durée de cotisation qui change tout, notamment la loi Touraine en France qui augmentait les durées de cotisation, puisque, rappelons qu'il y a une quinzaine d'années, je crois, on était à 37 annuités et demie. Oui, et maintenant on est à 40. On est à 41 et 42. Allemagne, 65 ans et 10 mois, ça sera valide, mais 67 ans en 2031. Donc on aura 2 ans de plus à partir de 2031. Belgique, 65 ans. Oui, et 67 ans également, à l'objectif 2030. Et il y a une réforme en cours. L'Espagne, 65 ans, mais alors là c'est intéressant parce que c'est une cotisation à 37 ans. Donc là, ils sont restés, je dirais, sur le chiffre français des 37 annuités ou années de cotisation. Le Royaume-Uni, 66 ans. Et j'ai vu que eux aussi étaient en train de réformer, parlaient de 67, voire même 68, si je ne m'abuse. Et le Danemark, alors le modèle nordique, 67.
Oui, et ils vont passer à 69 également en 2035. Enfin, c'est l'objectif, attention, hein, c'est des choses qui sont données comme indication parce que, voilà, on entre moins tôt dans l'âge, dans la vie active, il y a moins d'enfants dans beaucoup de pays, et si on n'adapte pas l'espérance de vie, où en effet elle augmente quand même toujours, ça arrivera peut-être à un moment où elle n'augmentera plus, mais c'est vrai qu'il faut en effet, pour avoir ce système, ou alors on en change, ou on le complémente par d'autres choses. Bah oui. Mais si on veut garder ce système, il faut bien qu'en effet, les actifs payent pour les retraités. Sinon, en effet, il n'y a personne qui peut payer pour les anciens. C'est ce qu'a martelé, en tout cas, le gouvernement français. Roxana, papier dans The Conversation, qui a été repris dans le JDD, où vous pointiez du doigt l'inégalité entre les femmes et les hommes. Juste un mot, parce que vous êtes sociologue. Est-ce qu'on peut faire des réformes des retraites contre la vie générale du peuple, pour utiliser un grand mot ? En réalité, je voulais d'abord, si vous me permettez, faire une sorte de recadrage. Je ne sais pas si ça s'est dit comme ça, mais en réalité, la retraite est un trésor qu'on ouvre avec 2 clés. La première clé, donc, c'est l'âge. Et la deuxième clé, c'est les sannités, c'est-à-dire les nombres de temps passé au travail. Donc ça, je pense que de façon générale, on l'a compris. Ce qu'il y a de particulier dans avec cette réforme, c'est que ça va pénaliser un certain nombre de personnes, en particulier les femmes. Donc c'est ce que j'ai dit dans mon article des Conversations. Pourquoi ? Parce que nous avons des carrières tout à fait particulières. Donc non seulement elles sont à temps incomplet, impartiel, mais en plus, nous nous retirons du marché du travail en général, donc pour élever les enfants. Mais je voudrais donc exprimer que l'âge moyen de départ des femmes à la retraite aujourd'hui en France, il est plus important que celui des hommes. Donc juste le contraire de ce qui vient d'être dit tout à l'heure sur les plateaux. Les hommes se retirent donc avant les femmes. Et pourquoi cette réalité ? C'est tout simplement parce qu'on n'a pas suffisamment cotisé. Donc vous voyez qu'on ne peut pas quitter donc la vie active. Oui. On peut avoir l'âge, mais on ne quitte pas la vie active alors, si on n'a pas l'ancienneté. Ou alors on quitte la vie active, mais on a moins évidemment, puisque le calcul se fait et on a moins d'argent. On ne peut pas quitter la vie active, ou en tout cas toucher une retraite, si on n'a pas atteint l'âge légal. C'est pour ça que je dis tout à l'heure cette image d'un trésor qui s'ouvre avec deux clés. Une double clé. C'est une belle image. C'est-à-dire que c'est et l'âge et les sannités. Donc si on se retire avant, donc évidemment on a une retraite moindre, ce qui explique entre autres choses pourquoi nous on reste déjà donc dans la vie active les femmes à 63,200. Alors aussi, je voudrais revenir et réagir par rapport aux solutions proposées. Parce que, oui. Allez-y, terminez votre phrase. Un dernier mot donc sur les solutions proposées. C'est que le taux d'activité des femmes aujourd'hui, il est 70%. Donc je veux dire qu'on pourrait quand même trouver des solutions autres que de relever l'âge de la retraite et cotiser plus. Par exemple, en faisant participer donc de cet effort collectif plus des femmes sur le marché du travail. Ou par exemple en intégrant d'autres travailleurs qui sont aujourd'hui au chômage. Donc vous voyez, les solutions ne sont pas à sens unique, il faudrait les aborder toutes pour savoir donc qui gagne et qui perd avec cette réforme. Je pense que c'est une question qu'on doit se poser, donc socialement et politiquement, et pour tenter de distribuer donc de façon le plus équitable possible l'effort national. Voilà ce que je voulais exprimer uniquement. Bien sûr. Merci, restez avec nous. Pascal Joannin, un mot, parce que je suis allé voir aux États-Unis et il y a un débat. C'est les États-Unis, c'est le pays libéral, tout ça est capitalisé sur des fonds qui sont placés en bourse globalement. Sauf quand on regarde dans la réalité de certains États, je pense au New Jersey, la seule différence avec la France, ils sont avec un système par répartition, mais ils n'ont pas de complémentaire. Ce que nous, on a en France. L'Europe a sa religion sur ce sujet, parce que certains reviennent sur le sujet de « mais la répartition n'est pas l'alpha et l'oméga de la retraite ». On peut aussi imaginer jouer en bourse, et quand on voit l'évolution du marché boursier, on se dit qu'après tout, économiquement, c'est pas totalement absurde. Vous avez quand même en France ou dans certains pays d'Europe, la règle, en effet, c'est la répartition. Mais on vous dit, si vous voulez améliorer votre ordinaire... Les PERP, Voilà, les PER, les choses comme ça, avec des avantages fiscaux, en tout cas, c'est incitatif. Abondé. C'est, préparez vos vieux jours, parce que forcément, même si vous avez une retraite à taux plein, ça ne sera pas ce que vous avez eu comme salaire, etc. Si vous avez eu une carrière
le rectiligne, c'est très bien, mais enfin, il y a des tas de choses qui feront que vous allez peut-être avoir des surprises. Et donc, si vous voulez, si vous avez les moyens aussi, bien évidemment. Hein, on est d'accord. Si vous avez les moyens, améliorer l'ordinaire. Et donc, on n'a pas attendu les États-Unis, mais les États-Unis, on travaille c'est pareil, c'est un culte du travail. On cumule les emplois s'il n'y en a pas suffisamment, si on a des petits jobs, etc. Et on part pas avant 65 ans. Et même si notre santé le permet, il y en a qui restent très longtemps en entreprise, parce que c'est aussi, comme je l'ai déjà dit une fois sur ce plateau, il y a une transmission vers des jeunes, de l'expérience, etc., pour pas partir brutalement. Mais c'est aussi une question de valorisation du travail. Si en effet on ne vous valorise pas à certain âge, vous n'avez pas intérêt à rester, on vous pousse dehors. Donc attention, il faut regarder ça aussi. Il y a l'âge légal et puis il y a la réalité de l'entreprise où à partir d'un certain âge on vous pousse. Il nous reste peu de temps, Pascal Joannin. Juste une question, répondez très court, mais c'est une question que tout le monde se pose puisque le président Macron a dû y répondre. Cette réforme est-elle une réforme imposée par Bruxelles? Non, ce n'était pas une réforme imposée par Bruxelles, mais ça fait partie des choses qui faisaient que la France était un petit peu en porte-à-faux avec d'autres trends, d'autres tendances où en effet l'âge de la retraite a été augmenté, y compris dans les pays du Sud et pas dans les pays du Nord, hein, la Grèce, l'Italie, etc., l'Espagne. Et donc, on ne peut pas être complètement tout seul dans notre coin contre les autres. Donc, ça allait dans le bon sens. Et on a plein de choses économiques où l'Europe attend qu'on fasse des réformes parce qu'en effet, on est un petit peu en dehors des clous. Et donc, il faudrait qu'on revienne à une normale, ou à un standard européen. Le standard européen. Mais en effet, il y a la méthode et je pense que l'objectif était louable, mais que peut-être en effet la méthode a été mal préparée pour qu'on ait à ce point cette crispation sociale. Merci Pascal Joannin d'être venu nous rendre visite pour nous éclairer sur ces modèles. Alors tout ça est très technique parce que ce sont l'objet de réformes dans beaucoup de pays. Hein, ces retraites, ça ne s'est pas fait en un jour. Directrice générale de la Fondation Robert Schuman avec le rapport sur l'Europe 2023, l'état de l'Union, qui est un livre, un ouvrage de référence, ouvrage collectif que je vous présente. Et il est, j'imagine, dans les meilleures librairies. Tout à fait. Et en version e-book aussi pour ceux qui maintenant sont sur les liseuses. Exactement. Merci à vous, Roxana Eleta De Filippis, maître de conférence en sociologie, Université Le Havre-Normandie, à découvrir votre article dans The Conversation, justement sur cette inégalité entre les femmes et les hommes. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on accueille Julien Morisson sur la relation authentique. Mais ça veut dire quoi? On en parle avec lui.